Et puis à 48 heures du show le plus attendu de l'année, ne manquez pas notre grand format sur l'Eurovision. Près de 200 millions de téléspectateurs dans plus de 30 pays seront devant leur écran samedi soir. Vous saurez tout sur les secrets du plus grand concours de chansons au monde. Et comme promis, on en vient à l'événement du week-end qui sera regardé samedi soir par près de 200 millions de téléspectateurs dans plus de 30 pays. Grand format ce soir sur le concours de l'Eurovision. C'est la 70e édition et c'est à Vienne que ça se passe. Des fans du monde entier sont déjà là. Des Portugais, des Britanniques, mais aussi des Australiens qui ont fait 30 heures de vol pour assister au concours. Et les Français ne sont pas en reste. Nous avons suivi un couple, Nadia et Romain, deux fans absolus de l'Eurovision. Deux Lyonnais qui ont économisé depuis des mois pour se payer le voyage et soutenir Monroe, la jeune candidate de la France cette année. Raphaël Asensio, Justine Veil et Brice Boussoir. Regarde-moi. Un refrain en français résonne à Vienne, en Autriche. C'est ça l'amour, ça te fout. Ce matin, les fans de l'Eurovision ont enfin rencontré Monroe, candidate pour la France. J'ai rentré dans la salle, ils ont commencé à chanter la chanson. C'était incroyable, c'était très beau. Dans le public, Romain et Nadia, ils sont venus à Vienne pour ça. On adore la chanson, on te souhaite beaucoup de courage. Car leur passion dans la vie, c'est l'Eurovision. Et l'Eurovision, c'est ça. Des dizaines de milliers de fans réunis dans une seule ville. Pendant toute une semaine. Ils viennent du monde entier. Australie, Brésil, Italie ou même Grèce. Plus de 70 nationalités ont fait le déplacement. J'adore l'Eurovision. Je regarde depuis toute petite. C'est un immense plaisir pour moi. J'ai fait 31 heures de vol pour venir d'Australie, donc presque 2 jours. Mais ça vaut le coup. Même si nous, les Anglais, on est très mauvais, on adore l'Eurovision. On le prend très au sérieux. Mais avant de vivre tout ça, On va dire l'Eurovision et on va mettre le drapeau. en France, à 15 jours du départ, Romain et Nadia vivaient déjà au rythme de l'événement. Je mets la musique. Ils ont leurs favoris. En première position, évidemment, la France. Et ils connaissent les paroles par cœur. C'est ça l'amour, ça te fout droit. Au moment de préparer leur grand voyage de l'année, ils savent déjà qu'ils risquent d'exploser leur budget. Parce que là-bas, On sait que c'est le jeu, donc on se dit jusqu'où on va. vu que c'est un événement international, donc on comprend que les prix ne peuvent pas être non plus les mêmes que hors Eurovision. Leur séjour commence par un peu de tourisme à travers le pays. Avant même le premier concert, ils ont déjà dépensé 2477 € pour le vol et les activités. Et ça ne fait que commencer. On prend le magnète et on prend le t-shirt. Une fois sur place, difficile de ne pas se laisser tenter par les produits dérivés. C'est même prévu dans leur budget. Déjà 2 t-shirts pour les 70 ans de l'Eurovision. On a aussi pris l'écharpe et on a pris aussi des chaussettes. Plus 170 € de dépensés. Avant de venir, on est regardant, on essaie de prévoir le budget. Une fois qu'on est sur place, on dit allez, on y va et... Car l'Eurovision, c'est aussi un sacré business. L'année dernière, l'événement a rapporté le jackpot à la ville organisatrice, 100 millions d'euros. Cette année, Vienne espère en faire au moins autant, alors certains prix explosent. Nos fans l'ont remarqué. On n'est pas sur quelque chose de vraiment grand ou spacieux, hein, c'est plutôt un studio qui a été aménagé. Pour 10 jours, ils ont loué un petit T2 à près de 1500 €. Alors qu'à d'autres périodes, il est bien plus accessible. Si on regarde par exemple octobre, sur une durée de 10 jours, 735 € au total. On se dit qu'heureusement qu'on est là pour l'Eurovision, mais si en fait on était venu juste pour visiter Vienne, profiter des ponts de mai pour visiter Vienne, on voit clairement qu'on se fait avoir. Ces fans sont une aubaine pour les commerces, hôtels, boutiques, restaurants. Tout le monde veut sa part du gâteau. 10 cafés viennois traditionnels se sont même transformés en lieux réservés aux fans. Avec, sans surprise, des karaokés, des menus spéciaux et des gâteaux très sobrement décorés, mais suffisants pour attirer nos fans.
On découvre un peu la cuisine viennoise et en même temps on vit notre passion Eurovision, donc c'est très chouette de faire les deux à la fois. Pour tous leurs repas, notre couple va dépenser environ 300 € pendant leur séjour. Et pour les fans, la consécration, c'est ce moment, les dernières minutes avant d'entrer dans la salle. Les billets se sont arrachés à des prix pourtant exorbitants. Plus de 1500 € pour les demi-finales et finales pour Romain et Nadia. Total de leur voyage, plus de 6 000 € pour 10 jours. Dépenser autant pour profiter de l'Eurovision, en fait, on est là pour dépenser cet argent-là. Et là, maintenant, c'est un peu la concrétisation de 1 an de projet pour venir à Vienne. Et on saura enfin quel sera le prochain pays qui va accueillir l'Eurovision. Notre prochaine destination de vacances. Oui, peut-être. Nous n'avons pas pu entrer avec eux, mais mission réussie, ils étaient au premier rang. Pour ceux qui n'ont pas de billets, l'événement est aussi diffusé au cœur de la ville, sur des écrans géants. Gratuitement, et c'est bien la seule chose qu'il est. On passe une super soirée. C'est ici que j'ai envie d'être. Le show est incroyable. La candidate française entrera en scène samedi soir pour la finale, avec, selon les parieurs en ligne, de grandes chances de finir dans le top 10. Et ses fans ont envie d'y croire. Ça donne envie en tout cas. Vous croyez tout savoir sur l'Eurovision, mais on vous révèle ce soir les secrets et les histoires les plus méconnues du plus grand concours musical du monde avec Mathilde Collet et Mathieu Régnier. C'est la plus grande scène musicale d'Europe. Un soir par an, près de 200 millions de téléspectateurs devant leur écran. Show démesuré, fans déchaînés. Et pourtant, même les plus fidèles ne savent pas tout. On vous raconte les petites histoires derrière le plus grand concours du monde. L'Eurovision, c'est d'abord l'occasion de réviser ses notions d'anglais ou de suédois. Plus de 60 langues entendues depuis le premier concours en 1956, mais aussi des onomatopées et des la-la-la, beaucoup de la-la-la. Un record de l'Espagne, 152, on les a comptés. Mais parfois, même en tendant bien l'oreille, impossible de comprendre. Ne cherchez plus, cette langue est totalement imaginaire, inventée par la candidate belge en 2003. En Belgique, il y a plusieurs langues nationales, le français, le flamand. Recourir à cette langue purement inventée a été un moyen de, effectivement, trouver un terrain d'entente. Et donc, chacun peut avoir sa propre interprétation de la signification. S'il y a bien une chose que les candidats ont en commun, c'est le kitsch. Et les rois de la discipline, c'est ABBA. En 1974, il l'emporte avec Waterloo et avec ses tenues. Choix esthétique, mais surtout financier. Car dans les années 70, en Suède, il existe une loi assez particulière. Si les vêtements de scène sont absolument impossibles à porter au quotidien, alors ils peuvent être défiscalisés. ABBA plonge dans l'extravagance, orgie de paillettes et sequins, révolution à l'Eurovision. C'est une tornade. Il bouscule tous les clichés de ce concours où d'habitude les artistes portaient des robes longues, des costumes 3 pièces. C'était du jamais vu et du jamais entendu. L'Eurovision, des chansons d'un soir au destin parfois hors du commun. Cet Italien ne vous dit peut-être rien, mais ce refrain vous le connaissez par cœur. Vous l'avez sans doute chanté façon Gypsy King. Mais elle est bien née à l'Eurovision en 1958 et c'est la première chanson à voyager bien au-delà du concours. C'était déjà un grand succès en Italie, ça devient un grand succès européen et surtout ça devient un énorme succès aux États-Unis puisque l'année suivante, en 1959, la chanson gagne 2 Grammy Awards, qui est la reconnaissance suprême pour la chanson. 70 ans de musique, 1700 chansons, de l'excentrique au folklorique, le plus vieux télécrochet n'a pas fini de nous étonner.
L'Eurovision, c'est le temple de la chanson, mais c'est aussi le spectacle le plus politique du monde. Chaque année, son lot de tensions et de polémiques. Cette année, l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie, mais aussi les Pays-Bas et l'Islande ont décidé de boycotter le concours en raison de la présence d'Israël. Ils n'y participeront pas et pour certains ne le diffuseront même pas. La diplomatie de l'Eurovision, c'est un reportage de Lionel Feuerstein et Brice Boussoir. C'est l'un des favoris de la compétition. Le candidat franco-israélien Noam Betam est pourtant, malgré lui, au cœur d'une polémique, le boycott d'ampleur de l'Eurovision. 5 pays, dont l'Espagne, ont refusé de venir à Vienne et 3 ne diffuseront pas le concours, du jamais vu. Tous veulent protester contre la présence d'Israël, accusé depuis 2023 de dévaster Gaza. À Vienne, depuis quelques jours, des manifestants ont essayé de perturber la demi-finale. D'autres ont déployé des cercueils symboliques d'enfants palestiniens dans les rues du centre-ville. Pour Israël, ce concours est un enjeu majeur d'image. Selon le New York Times, depuis 2 ans, le pays mène une campagne intense pour ses candidats. Des centaines de milliers de dollars auraient ainsi été investis. Même le Premier ministre Benjamin Netanyahou a encouragé ses citoyens de la diaspora à voter massivement pour cette candidate l'an passé. D'autres pays ont fait campagne comme Israël. Malte l'an passé, l'Azerbaïdjan l'a fait. Je pense que chaque pays devrait y penser. Depuis sa création en 1956, le concours de chant a souvent été une tribune politique. L'Autriche refuse de se rendre à l'Eurovision à Madrid en 1969 pour protester contre la dictature de Franco. 6 ans plus tard, la Grèce annule sa participation en Suède pour s'opposer à la présence de son ennemi turc qui vient d'envahir Chypre. Sur scène, les artistes aussi font passer des messages. En 2009, 1 an après la guerre avec la Russie, ce groupe georgien chante en sélection « We don't want to put in », un jeu de mots explicite en anglais « Nous ne voulons pas de Poutine ». La chanson, jugée trop politique, sera retirée du concours. Mais en 2022, après l'invasion de l'Ukraine, la Russie est exclue. Pour espérer l'emporter, certains pays jouent aussi la logique de bloc. Des pays voisins qui partagent la même langue ou la même culture et dont les votes ne prennent pas toujours en compte la seule performance artistique. Ainsi, Chypre, les 3 dernières années, a placé la Grèce 3 fois dans le top 5. C'est une chose qui m'a toujours beaucoup amusé. Évidemment, parce que je prévois toujours, je dis, ah ben vous allez voir, la Grèce va voter pour Chypre, et puis Chypre va voter pour la Grèce. Les pays scandinaves ont aussi une vocation à voter entre eux. La politique est partout. Conséquence, face aux polémiques, l'Eurovision a adopté de nouvelles règles. Les téléspectateurs ne pourront plus voter que 10 fois, contre 20 auparavant, et les gouvernements et diffuseurs ne pourront plus faire de campagne de promotion intensive pour influencer les votes. L'Eurovision est à suivre évidemment samedi sur France 2 en direct de Vienne. Mais dès ce soir, vous pouvez suivre sur France 4 la 2e demi-finale. 15 pays dont le Danemark et l'Australie vont tenter de se qualifier. Et puis encore un mot pour clôturer cette page, ce grand format sur l'Eurovision avec cette photo de Sophie Garel qui avait participé au concours en 1968 en duo avec Chris Baldo. Nous avons appris aujourd'hui la disparition de cette voix emblématique de RTL. Sophie Garel est morte à l'âge de 84 ans.